Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau panorama de la semaine où nous allons parler de la Macronie qui se couche devant l'extrême droite israélienne, mais aussi devant l'extrême droite de Bolloré. On parlera de l'application du programme du Rassemblement national sur les étudiants étrangers. Et puis, évidemment, on parlera du fait qu'il est urgent de les dégager tous, la Macronie et l'extrême droite, avec les élections présidentielles de 2027, avec les ingérences israéliennes, mais aussi Mélenchon 2027. Générique. Alors, nous sommes dans un moment où la Macronie se couche complètement devant l'extrême droite et ne fait même plus semblant de vouloir gouverner avec l'extrême droite. Je commence par la situation internationale où la semaine dernière a eu lieu la publication d'un article dans le New York Times qui est un article très important, très courageux aussi de la part des journalistes qui l'ont écrit, qui ont eu immédiatement une plainte de la part de Netanyahou, qui décrit les violences, notamment les violences sexuelles qui sont faites aux Palestiniens et notamment aux prisonniers palestiniens, mais aussi aux journalistes palestiniens, puisque vous savez que l'armée israélienne est l'armée qui tue le plus de journalistes au monde. Cet article du New York Times, alors il faut avoir le courage de le faire, et si vous ne voulez pas passer ce moment-là, si vous ne voulez pas écouter ce qu'il y a dans l'article, mais il faut écouter, lire ce qu'il y a dedans, parce que dedans, il y a à la fois des rapports des organisations internationales, mais aussi des témoignages qui sont absolument glaçants. Il y a par exemple une femme de 42 ans, palestinienne, qui raconte que pendant 2 jours, elle a été enchaînée nue à une table et violée à plusieurs reprises par des soldats pendant que d'autres soldats étaient en train de les filmer. Il y a un journaliste de Gaza qui raconte, lui, qu'il a été déshabillé, menotté, les yeux bandés et qu'ils ont incité un chien à le violer. Donc, il faut comprendre quand même le niveau de déshumanisation quand on parle de génocide, de déshumanisation auquel est poussée la société israélienne quand ils font de telles atrocités au point qu'ils dressent des chiens pour violer des prisonniers. Il y a un autre journaliste qui raconte qu'il a été sodomisé avec une carotte, un enfant de 15 ans qui raconte qu'il a été sans cesse menacé qu'on lui mette un bâton dans le cul, je cite, ou encore un autre journaliste dont on a attaché les testicules et son pénis pendant des heures en battant ses organes génitaux. Voilà les exemples de témoignages glaçants qu'il y a dans cet article du New York Times et on comprend pourquoi Netanyahou essaye absolument de faire taire ces journalistes qui veulent révéler la vérité de ce qui s'est fait. C'est un article d'autant plus important que la semaine dernière, c'était le 78e anniversaire de la Nakba, puisqu'en 1948, 700 à 800 000 Palestiniens étaient expulsés de leurs terres. Il faut réaliser que c'est la moitié du peuple palestinien et des centaines de villages étaient détruits et rasés par les Israéliens. Nakba qui est un phénomène à la fois historique, mais qui est un processus qui continue encore aujourd'hui, à la fois avec le nettoyage ethnique en Cisjordanie et le génocide qui continue toujours malheureusement à Gaza et un peu partout dans le monde. Les peuples manifestaient pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien et surtout réaffirmer quelque chose qui est dans l'ensemble des résolutions de l'ONU, le droit au retour des réfugiés palestiniens. Alors que se tenaient des événements aussi importants, eh bien, la France, comme d'habitude, s'est couchée devant l'extrême droite israélienne. D'abord, la semaine dernière, c'était l'Eurovision, et il se trouve que l'Eurovision a été boycottée par l'Irlande, l'Islande, l'Espagne, les Pays-Bas ou encore la Slovénie, donc 5 pays en Europe qui ont décidé de boycotter cet événement parce que Israël y participait. Et la France, comme d'habitude, elle n'a pas participé au boycott. Alors pour ceux qui suivent l'Eurovision, il y a même un système où par pays, vous pouvez donner des points à un autre pays. Eh bien, la France a même donné des points à Israël, ce qui est absolument honteux puisque je rappelle que la Russie a été bannie de l'Eurovision directement après l'invasion de l'Ukraine et que, comme d'habitude, il y a un 2 poids 2 mesures absolument révoltant puisque Israël, lui, peut continuer de participer à ces compétitions et que la France n'a montré aucun courage sur cette question et n'a pas été dans ces 5 pays qui ont pourtant fait l'honneur des peuples en Europe. Et pire que ça,
le jour des 78 ans de commémoration de la Nakba, dont je parlais juste avant, eh bien, quelques militants ont été déployés un drapeau palestinien sur la Tour Eiffel. Je rappelle que suite au 7 octobre, par exemple, Anne Hidalgo avait éclairé la Tour Eiffel aux lumières du drapeau israélien et que dans l'Assemblée nationale, si Yael Braun-Pivet avait affirmé son soutien inconditionnel à Israël, nous n'avons jamais fait une seule minute de silence pour les victimes du génocide palestinien, notamment les enfants, les journalistes, les soignants et tous ceux qui ont été tués par le génocide toujours en cours. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On aurait pu dire c'est une manifestation de solidarité. Très bien. Eh bien non, qu'a décidé de faire le gouvernement? De mettre en garde à vue ces militants et donc de criminaliser encore une fois les voix pour la paix. Et encore pire, il y a eu en ce début de semaine des images qui ont choqué le monde entier, des images où on voit Ben-Gvir, donc le ministre génocidaire de Netanyahou dont nous avons parlé à de multiples reprises, qui a lui-même publié sur ses réseaux une courte vidéo sur laquelle on voit d'abord une militante de la flottille pour Gaza qui de nouveau a été arrêtée dans un acte de piraterie illégale au vu du droit international. Donc une militante qui crie Free Palestine, qui se fait directement molester et mettre à terre lorsqu'elle prononce ces mots, et des dizaines de militants et militantes de la flottille qui se trouvent agenouillés, tête au sol, mains liées, avec un exercice d'humiliation qui est fait par Ben-Gvir, qui a mis comme commentaire à cette vidéo « Bienvenue en Israël » et qui explique que c'est ainsi qu'on traite des terroristes. Cette vidéo est une honte absolue. Alors, la France a dû réagir parce que tous les autres pays réagissaient. Il y a quand même Meloni, la dirigeante d'extrême droite italienne, qui a réagi avant la France. Et donc, ils ont été obligés, eux aussi, de convoquer l'ambassadeur israélien. Mais nous le disons, maintenant, ça suffit. Il faut expulser l'ambassadeur israélien de France et surtout enfin décider de sanctions. Il n'y a toujours aucun embargo sur les armes qui est décrété. Il n'y a toujours pas de suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Il n'y a toujours pas de sanctions. Et lorsque les ministres se sont réunis pour savoir s'il fallait suspendre oui ou non l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, pourtant conditionné au respect des droits humains, eh bien, les ministres et la France notamment Barrot, se sont félicités de simples sanctions contre quelques colons violents, ce qui évidemment n'est absolument pas à la hauteur de la situation. Donc comme d'habitude, nous avons un pouvoir qui nous fait honte à l'international et qui n'est pas à la hauteur de la situation que vit aujourd'hui le peuple palestinien. Les peuples par contre le sont, puisque il y avait, je le disais, des manifestations ce week-end un peu partout dans le monde en solidarité avec le peuple palestinien. Moi-même, j'étais à Paris. Jérôme Le Gave, Claire Lejeune et Thomas Porte étaient par exemple à Londres. Et il se trouve que, chose intéressante à Londres, ils étaient plus nombreux dans la manifestation de soutien à la Palestine que la manifestation qui avait lieu juste à côté avec Tommy Robinson, vous savez, ce leader d'extrême droite qui appelle à stopper l'islam, qui fait des manifestations devant les centres d'accueil de réfugiés en étant extrêmement violent, ou qui appelle encore à la remigration. Manifestations, donc où ils étaient moins nombreux que ceux qui manifestaient pour la Palestine, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, on voit la violence de cette extrême droite qui se déploie au Royaume-Uni, puisque vous avez eu, par exemple, Alice Cordier de Nemesis qui est venue en burqa dans un exercice absolument loufoque, où elles sont ensuite enlevées leur burqa pour se retrouver en petite robe et faire un discours dans un anglais pitoyable. Ensuite, par exemple, un violoncelliste qui, lui, jouait de la musique avec sur ses épaules du bacon pour faire fuir les musulmans, dit-il. Bref, ces gens sont des dangers extrêmes et si on leur laisse la voie, on voit bien ce qui se passera, d'où l'importance évidemment de les battre. Alors pourquoi je dis que la Macronie se couche devant l'extrême droite? Il n'y a pas seulement devant l'extrême droite qu'il y a dans le monde entier, quand elle se couche devant Trump, quand elle se couche devant Netanyahou, mais il y a aussi quand elle se couche ici en France, par exemple, devant Bolloré. Puisque vous avez suivi aussi cette semaine, il y a le Festival de Cannes, et au Festival de Cannes, Maxime Saada, qui est le patron de Canal+, a annoncé qu'il ne souhaitait plus que Canal+ travaille avec les plus de 600 signataires de la tribune contre Bolloré. Alors, cette tribune, elle a été faite par des professionnels du cinéma qui s'inquiétaient de la mainmise de Bolloré et de l'extrême droite sur le cinéma et donc sur notre imaginaire collectif, puisque derrière les créations, il y a aussi une OPA sur notre imaginaire collectif. Avec une inquiétude particulière, puisque Bolloré, en plus d'avoir pris les éditions, on l'a vu récemment avec Grasset,
quand ils ont évincé le patron de Grasset, des éditions Grasset, pour mettre à la place un très proche du milliardaire Bolloré, ce qui a déclenché le départ de centaines d'auteurs de Grasset. Mais donc, ils ont non seulement les éditions, on sait qu'ils ont des médias, notamment CNews, et dorénavant, ils ont, en plus de Canal+, 55 cinémas UGC, à la fois en France et en Belgique, dont notamment le cinéma des Halles à Paris, qui est le plus grand cinéma de toute l'Europe. Et donc, ils vont maîtriser toute la fabrication des films, depuis le financement jusqu'à la diffusion sur petit écran, Canal+, mais aussi sur grand écran avec le cinéma UGC. Donc, ils s'inquiétaient de la mainmise de l'extrême droite sur le cinéma français, la création, et donc sur les conséquences qui ça aurait, notamment sur nos imaginaires, mais aussi sur les artistes. Et donc, Maxime Saada annonce qu'il va faire une liste noire de ces signataires qui prennent position contre l'extrême droite. C'est un fait qui est gravissime. Et le gouvernement a dit s'inquiéter, regretter les propos qui ont été tenus, mais ne réagit pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait. Il faut imaginer si une telle tribune avait existé, par exemple, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, personne n'aurait jamais reproché à des artistes de prendre position contre l'extrême droite. Personne, jamais. Et personne n'aurait accepté que le premier financeur du cinéma, à hauteur de 40%, puisse ainsi boycotter des artistes notamment, mais aussi des monteurs, il y a beaucoup de professions dans la tribune, puisse ainsi boycotter des artistes qui prennent juste position contre l'extrême droite. Ce qui avant était d'une banalité absolue, puisque la majorité des gens disaient qu'ils étaient contre l'extrême droite et c'était tout à fait normal. Donc, ce qui est en train de se passer est gravissime. C'est d'autant plus grave que le financement du cinéma a été complètement asséché par le changement de financement de l'audiovisuel public, du fait de la Macronie, mais aussi par l'assèchement des financements des collectivités locales qui, elles aussi, pouvaient financer des films. Donc, d'abord, je veux dire tout notre soutien aux artistes qui ont signé cette pétition. Et il se trouve que depuis, il y a un phénomène de résistance qui s'accroît, puisque des centaines d'autres personnes, voire des milliers, ont eux aussi continué de signer cette tribune pour dire leur résistance à la mainmise de l'extrême droite sur la création française. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous savons très bien que dans le programme du Rassemblement national, il y a à la fois la suppression du CNC, du Conseil national du cinéma, mais aussi la suppression de l'audiovisuel public, et que donc certains devraient un peu se réveiller de ce qui est en train de se passer et prendre eux aussi position. Et la troisième chose, c'est que nous, au pouvoir, nous démantellerons les empires médiatiques et notamment l'empire Bolloré. Si je vous prends aujourd'hui Bolloré, Saadé, Bouygues, Dassault et Arnault, c'est-à-dire 5 milliardaires, ils détiennent à eux seuls 50% des audiences télévisuelles, 80% de la presse quotidienne et 95% de la presse économique. Eh bien, je le dis, lorsque nous arriverons au pouvoir l'année prochaine avec Jean-Luc Mélenchon, nous en finirons, et ça sera une de nos premières décisions, avec ceux qui aujourd'hui font la mainmise à la fois sur l'information, sur la création et donc sur la démocratie, sur nos manières de penser, d'être critiques, de ne pas avoir une uniformisation du cinéma et des créations. Donc ça, c'est une urgence absolue, on le voit avec ce qui est en train de se passer à Cannes. C'est d'autant plus grave quand vous voyez que lorsqu'une question est posée face à ceux qui ont fait le film Jean Moulin, aux résistants contre le nazisme et contre le fascisme, avec une question qui est posée à ceux qui ont fait le film, de savoir si pour continuer l'héritage de Jean Moulin, il faut lutter contre l'extrême droite, notamment à l'élection présidentielle. Bon, la question disait aussi que la France insoumise était le meilleur moyen de battre l'extrême droite. Ils étaient peut-être pas obligés de répondre là-dessus, ça je comprends. Mais quand vous voyez que Gilles Lellouche, qui a lui joué Jean Moulin, explique qu'il n'a rien à répondre sur cette question-là et que le réalisateur dit, lui, qu'il n'est pas là pour commenter la politique, vous comprenez qu'on atteint des stades qui sont d'une gravité absolue parce que Jean Moulin, contrairement à ce qui est dit, n'était pas celui qui voulait la liberté individuelle avant tout. Jean Moulin partageait avec tous les résistants en France qui ont lutté et qui ont permis de défaire le nazisme le fait justement d'être antifasciste. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque y compris des anciens résistants, y compris positionnés à droite, disaient ce que nous partagions en commun, c'était l'antifascisme et donc la lutte contre l'extrême droite. Lorsque l'on voit quelques décennies après que des artistes,
n'arrive même plus à dire cela alors qu'il joue le rôle de Jean Moulin, vous comprenez que nous sommes arrivés dans un moment qui est un moment de bascule et qu'il est plus que temps de rompre le silence sur cette question, d'autant plus que, peut-être avez-vous vu, mais aussi cette semaine, il y a un ancien salarié de Canal+, qui lui s'est fait condamner à payer 145 000 € à Canal+, pour avoir critiqué Bolloré. Donc, ce que font les artistes à Cannes aujourd'hui, ce que font les artistes qui ont signé et les professionnels qui ont signé la tribune zapper Bolloré est d'intérêt général et d'intérêt public. Et donc, nous les soutenons de toutes nos forces. Et puis, je le dis, la Macronie se couche devant l'extrême droite puisqu'elle applique son programme. On avait déjà dénoncé la mesure de préférence nationale qui visait à enlever aux étudiants étrangers la possibilité d'avoir les APL, ce qui était une des premières mesures de préférence nationale qu'il faisait ainsi. On avait déjà eu la loi immigration qui était votée par le Rassemblement national pour la première fois de toute l'histoire de la Ve République. Eh bien, désormais, depuis ce mercredi, il y a le décret qui est sorti sur les frais d'inscription des étudiants étrangers, donc directement le programme là aussi du Rassemblement national, puisqu'on différencie des étudiants étrangers d'étudiants qui sont eux soit européens, soit français. Et donc désormais, la licence coûtera à ces étudiants étrangers 2 895 € par an au lieu de 178 € par an. Et le master, l'année de master, coûtera 3 941 € contre 254 €. Vous comprenez que c'est absolument désastreux, d'autant plus que les étudiants étrangers sont déjà très touchés par la précarité étudiante. Par exemple, on sait que 60% des bénéficiaires de l'aide alimentaire sont des étudiants étrangers. Et du coup, on se retrouve avec des centaines d'étudiants étrangers qui doivent se désinscrire d'études dans lesquelles ils étaient pourtant inscrits car ils ne pourront plus assumer les frais de scolarité. Évidemment, on commence par les étudiants étrangers. Ensuite, on fera ça sur l'ensemble des étudiants et c'est donc ce qui acte la volonté d'en finir avec l'université gratuite, ouverte à tous, public. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. C'est gravissime. Il y a des pétitions qui circulent qu'il faut absolument signer, des mobilisations qui s'organisent sur lesquelles il faut absolument aller aussi. Et nous abrogerons cette décision raciste pour redonner des moyens à l'université et faire en sorte que la seule chose qui grandit en se partageant, c'est-à-dire la connaissance, puisse continuer à se partager un peu partout et que la France puisse continuer à accueillir des étudiants étrangers qui viennent du monde entier parce que c'est aussi ça qui fait la richesse d'un pays, d'autant plus que, je le disais, ces étudiants étrangers sont aujourd'hui largement privés d'APL, mais aussi de bourses sur critères sociaux. Donc, nous avons une Macronie qui se couche devant l'extrême droite et qui, par ailleurs, est en décomposition complète, puisque vous avez vu que dans les anciens premiers ministres de Macron, vous avez Édouard Philippe qui veut donc être candidat, qui expliquait que Emmanuel Macron devait partir il y a quelques mois. Vous avez donc Gabriel Attal qui lui aussi se lance dans l'élection présidentielle et qui lui aussi parle d'un président de la République qu'il ne comprend plus et des échecs de la Macronie. Bref, vous avez vu comme c'est une ambiance incroyable en Macronie. Désormais, vous avez Elisabeth Borne, ancienne première ministre, qui elle vient de créer un autre parti, Bâtissons ensemble. Et autant vous dire qu'ils sont dans une situation de démobilisation et où tout le monde se déteste entre eux. Bref, une situation de décomposition du pouvoir. On l'avait vu quand on avait battu la loi pour obliger à travailler les gens le 1er mai, la loi Yadan que nous avions battue. Eh bien, juste après la loi Yadan, il y avait eu un moment où il y avait eu une réforme, une énième réforme de l'assurance chômage, alors que le chômage réaugmente, que 40% des embauches se font en CDD d'un mois. Vous comprenez le désastre auquel a mené la Macronie. Eh bien, cette énième réforme de l'assurance chômage qui visait encore à baisser l'indemnisation des chômeurs, on a réussi à la battre dans l'hémicycle en étant seulement 55 députés insoumis, c'est-à-dire que nous étions majoritaires tout seuls dans l'hémicycle. Pourquoi ? Parce que la Macronie était complètement démobilisée. C'est ce qui s'est passé encore cette semaine, puisqu'ils ont lancé une nouvelle loi agricole. Bon, c'est encore une loi qui vise à faire tout régresser, c'est-à-dire à faire des fermes-usines comme si on n'avait rien appris des zoonoses, ces maladies qui se transmettent des animaux aux hommes, plus du bien-être animal, mais aussi qui vise à installer des méga-bassines partout, bref, à complètement perturber le cycle de l'eau. Je le dis d'autant plus dans un moment où Julien Leguet, vous savez, un des leaders de Bassines Non Merci, vient de prendre 6 mois de prison ferme
pour avoir organisé la manifestation à Sainte-Soline, ce qui est inédit en termes de répression. C'est extrêmement grave d'en arriver à des niveaux-là. Et je rappelle que sur Sainte-Soline, il y a eu de nombreux rapports internationaux qui pointaient la France et la répression terrible qu'il y a eu à Sainte-Soline, le fait qu'on ait empêché une ambulance d'arriver alors qu'il y avait un blessé extrêmement grave, avec 4000 grenades qui avaient été lancées, dont une était lancée toutes les 2 secondes. Bref, une répression absolument féroce. Eh bien, c'est Julien Leguet qui est aujourd'hui réprimé de manière très forte, et je veux lui redire toute notre solidarité. Alors, dans cette loi agricole, ce mercredi soir, il y a eu un moment de démobilisation macroniste aussi très fort, puisque nous avons réussi à gagner un amendement de la France insoumise qui vise à interdire d'importer des produits qui sont traités avec des pesticides qui sont interdits en France, ce qui devrait normalement être normal. C'est-à-dire, vous interdisez un pesticide en France parce qu'il est dangereux pour l'environnement et dangereux pour la santé, et bien du coup, vous interdisez aussi qu'il soit importé et donc qu'il puisse être consommé. Nous avons réussi à gagner cet amendement et je vous assure qu'ils étaient vraiment furieux et qu'ils commencent à s'inquiéter très fortement du fait que tout simplement les macronistes ne sont plus là, puisqu'on voit une décomposition totale du pouvoir. Alors, c'est dans ce moment-là qu'arrive l'élection présidentielle qui va évidemment avoir une importance toute particulière. D'abord parce que depuis quelques mois, on voit Emmanuel Macron qui sait bien qu'il va devoir quitter le pouvoir, qui installe ses copains un peu partout pour essayer de prolonger son pouvoir. C'est ce qui s'était passé par exemple avec Amélie de Montchalin, qui passe directement de ministre des Comptes publics à la présidence de la Cour des comptes, où elle peut rester jusqu'en 2053. Vous vous rendez compte de ce qu'ils sont en train de faire. Et c'était la première fois qu'une ministre en exercice passait directement de ministre à la présidence de la Cour des comptes. Or, normalement, la présidence de la Cour des comptes exige d'être indépendant vis-à-vis de l'exécutif, ce qui est impossible quand vous venez d'être ministre et qu'en plus, vous devez contrôler le propre budget que vous avez fait. Eh bien, cette semaine, à l'Assemblée, de rebelote, ils ont de nouveau fait la même chose avec cette fois-ci Emmanuel Moulin, qui a été dans tous les ministères, a pantouflé dans tous les ministères, qui a été secrétaire général de l'Élysée et qui passe directement de ce poste-là, cette fois-ci à la Banque de France, alors que là aussi, il y a une nécessité déontologique d'indépendance vis-à-vis du pouvoir. Et Emmanuel Moulin a été nommé gouverneur de la Banque de France, alors qu'une majorité de députés et de sénateurs s'y sont opposés, mais il fallait 2/3 pour le refuser. Et donc, voilà un autre macroniste à la tête de la Banque de France. Et on pourrait en citer beaucoup. Richard Ferrand, qui a été, élu à une voix près à la présidence du Conseil constitutionnel, etc. Donc, c'est d'autant plus urgent d'en finir avec les intérêts particuliers que Emmanuel Macron est en train de mettre au pouvoir un peu partout dans les différentes institutions. Et c'est d'autant plus important que nous avons d'un côté donc un pouvoir, je le disais, en décomposition, de l'autre le Rassemblement national qui n'en finit plus de se diviser sur sa ligne entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Dernier exemple en date sur la taxation des profiteurs de guerre, donc notamment Total, sur lequel Marine Le Pen était pour, Jordan Bardella était contre, et c'est finalement la ligne de Jordan Bardella qui l'a emporté, et avec un Rassemblement national qui, par exemple, la semaine dernière, a voté contre la recherche pour les cancers pédiatriques, bref, qui continue ces horreurs absolument. Et puis, évidemment, un spectre de la gauche qui ne cesse de se déchirer de plus en plus, avec un certain nombre de candidats qui ne cessent de courir derrière les fantasmes de l'extrême droite et de la droite. C'est Raphaël Glucksmann qui, dans une note, annonce qu'il va aller chercher son électorat chez les gens les plus aisés et qui, par ailleurs, explique que les Français ne travaillent pas assez, pendant que François Ruffin, lui, explique qu'il est opposé à l'immigration de travail et a sorti une BD qui a scandalisé très largement dans le pays, notamment avec des scènes qui montrent qu'il n'a absolument rien compris à ce qu'est l'antiracisme, le montre de manière le torse bombé devant un jeune homme qui baisserait la tête et le remercierait après qu'il l'ait recadré en lui disant de respecter la police, alors que ce jeune homme intervenait pour défendre une femme qui, elle, était victime de racisme ordinaire. Et il se trouve que, cerise sur le gâteau, ce jeune homme s'est exprimé, qu'il ait indiqué dans la BD qu'il serait un jeune homme racisé, ce qu'il n'est pas, qu'il ait indiqué
que François Ruffin aurait payé l'amende que devait cette femme, ce qu'il n'a pas fait, etc., etc. Bref, du coup, on se retrouve avec des candidats qui sont des candidats soi-disant positionnés à gauche et qui en fait se positionnent toujours sur le terrain et l'idéologie de ceux qui sont nos adversaires. Et donc, les seuls qui sont aujourd'hui au carré, comme dit Jean-Luc Mélenchon, eh bien, c'est justement la force que nous incarnons avec à la fois une équipe, un programme et une seule candidature. Et nous en sommes fiers parce que nous ne passons pas notre temps à nous détester entre nous, à casser du sucre sur le dos des uns et des autres. Et nous avons réussi un superbe lancement de campagne puisque en 24 heures seulement, nous avions d'ores et déjà 150 000 parrainages citoyens qu'il y a sur mélenchon2027.fr où on peut continuer, où on doit continuer de signer et de faire signer d'ores et déjà plus de 275 000 soutiens à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et des milliers de personnes qui nous ont rejoints dans les groupes d'action, dans les groupes pour le programme. Et désormais, depuis mercredi, il est possible de contribuer justement sur l'évolution du programme que nous faisons pour cette élection présidentielle. Il y aura bien sûr des auditions à la fois de chercheurs, d'associations, de syndicats, de collectifs pour enrichir encore ce programme. Mais vous pouvez aussi vous-même, individuellement, contribuer à ce programme. Et il y a une date très, très, très importante qu'il faut continuer de coller partout sur les murs, d'afficher partout sur nos réseaux, d'inviter individuellement autour de nous. C'est celle du 7 juin qui sera le premier meeting de campagne. Ça sera à Saint-Denis, devant la basilique. Et ça va être un moment immense, vu la manière dont la candidature est aujourd'hui lancée. En tout cas, on voit qu'il y a un espoir immense autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, autour de la possibilité d'enfin tourner la page de la Macronie et de sa politique de malheur et de battre l'extrême droite. Et encore une fois, il faut continuer à s'inscrire et à vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales, notamment parce qu'il y a 4,2 millions de jeunes qui sont devenus majeurs entre 2022 et 2027. Et pour nous, c'est une grande source d'espoir puisque la jeunesse est massivement antifasciste, antiraciste, féministe et consciente des enjeux écologiques dans notre pays. Et il se trouve que, je le dis aussi, pour vous qui, autour de vous, avez des grands-parents, des parents, allez leur parler parce que bien souvent, ce qu'on va entendre seulement, c'est la seule manière dont ils vont entendre parler de nous, c'est par la télé. Et vous savez comment la télé parle de nous. Donc, il est très important d'aller convaincre autour de vous, notamment d'aller convaincre les aînés, parce que comme l'a montré Vincent Tibéri, dont je vous ai souvent parlé, désormais on observe une socialisation à l'envers, c'est-à-dire que ce sont souvent maintenant les plus jeunes qui vont convaincre les plus âgés, alors que d'habitude, c'était souvent les plus âgés qui étaient prescripteurs de la manière de voir le monde. Je le dis parce que, par exemple, on a eu un exemple récent dans le moment où nous avons inscrit le droit à l'avortement dans la Constitution. Eh bien, c'est des sénateurs et sénatrices qui racontent qu'ils ont changé leur vote, puisque normalement ce vote était impossible. Ils ont changé leur vote parce que leurs filles, petites filles, nièces sont venues les voir et leur ont dit « Si tu ne votes pas en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps, alors je ne viendrai plus jamais te voir à Noël, je ne viendrai plus jamais te voir en vacances, bref, je ne viendrai plus jamais te voir. » Et c'est comme ça que des sénateurs et sénatrices ont changé d'avis. Et c'est d'autant plus important, je terminerai par là, qu'il va y avoir une spécificité dans cette élection présidentielle. Et cette spécificité, c'est évidemment que vous avez ces milliardaires, notamment d'extrême droite, qui ont décidé de mener des campagnes en permanence contre nous, des campagnes diffamatoires notamment sur les médias, mais aussi qu'il y a des ingérences étrangères qui vont voir le jour dans la campagne présidentielle. On l'a déjà vu dans la campagne municipale. Ainsi, on a su dans la campagne municipale que notamment contre les campagnes de David Guiraud, Sébastien Delogu, encore François Pigmal, il y a notamment une officine israélienne depuis Israël qui a mené des campagnes d'ingérence dans les élections municipales. Pour vous dire, par exemple, ce n'était pas juste sur les réseaux sociaux, même s'il y avait beaucoup de profils faux qui étaient créés, mais par exemple, c'est pour Sébastien Delogu à Marseille, des affichettes d'une femme qui affirmait que Sébastien Delogu l'avait violée. C'est à Toulouse, François Picmal, là cette fois-ci, des faux comptes qui affirmaient que François Picmal était un pédocriminel. Bref, des choses qui sont gravissimes. Ou encore dans l'entre-deux-tours, toujours à Toulouse, par exemple, le samedi juste avant le vote, le jour où normalement vous ne pouvez pas faire campagne, de fausses publicités qui racontaient je ne sais quoi sur nos positions, qui étaient disponibles à la fois sur Candy Crush ou encore sur Vinted ou encore sur le site de la Dépêche. Et c'est évidemment extrêmement grave parce que c'est
évidemment la démocratie qui est en jeu là-dedans, mais c'est extrêmement grave aussi puisque nous avons un pouvoir qui ne fait pas grand-chose ou quasiment rien. On a été obligé de les interroger lors d'une question au gouvernement pour qu'enfin ils daignent dire quelque chose dessus. Et dans le Canard enchaîné, nous apprenions cette semaine que le rapport de Viginum, qui est l'organe qui est censé alerter sur les ingérences étrangères, eh bien que ce rapport aurait été caviardé, c'est-à-dire que des parties entières auraient été rayées et que pour l'instant, la publication de ce rapport, qui doit normalement être un rapport public, est pour l'instant reportée et nous n'avons toujours pas de réponse pour savoir quand est-ce que ce rapport sera finalement publié, sachant que nous attendons du pouvoir qu'il légifère sur cette question pour protéger les élections et nous avons appris par contre qu'il y avait enfin une enquête judiciaire qui a été lancée pour savoir qui étaient véritablement les auteurs de ces ingérences étrangères, ce qui veut dire que vous avez là aussi un rôle particulier dans la campagne présidentielle, puisqu'il ne faudra croire ni les médias, ni ce qui est relayé sur les réseaux et qui sera faux. Eh bien, vous avez là aussi un rôle particulier à jouer pour aller parler partout autour de vous et ainsi déconstruire les mensonges qui seront dits dans cette campagne présidentielle. Et je vous assure qu'ils vont en faire parce que nous sommes partis tellement fort, tellement bien dans un paysage politique qui est en décomposition totale et où nous sommes les seuls à être en ordre de bataille que c'est sûr qu'ils vont essayer beaucoup de choses pour tenter de nous freiner. Ils n'y arriveront pas, alors on signe sur mélenchon2027.fr et évidemment, on vient au meeting à Saint-Denis le 7 juin. Belle semaine à vous!